J'ai vu un gars il y a pas longtemps, il a fait une vidéo où il fait la promotion d'un produit. Ouais. Et genre il ouvre la bouche et en fait il a les dents dégueulasses. Et en fait tout le monde commente en mode ouais les dents, tu te la fâches les dents. Et en fait tout le monde regarde la vidéo complètement, ce qui fait qu'en fait elle a fait grave du rythme. Tu te dis en fait le mec est pas bête, il a fait exprès de pas se laver les dents et tout. Pas de... Ok, donc Bastien, merci de me recevoir au village. C'est un grand plaisir. Écoute, je suis ravi d'être là. L'idée aujourd'hui, c'est de découvrir ton parcours entrepreneurial, ce que tu as créé aujourd'hui, comment tu fais pour acquérir de la clientèle. Et puis écoute, on va découvrir tout ça. Est-ce que tu peux commencer par te présenter toi et ton parcours en termes professionnels, pardon. Ouais. Déjà merci de m'avoir invité, de me proposer, c'est trop sympa et c'est un exercice que j'ai encore pas beaucoup fait. Je crois que j'ai fait un podcast, donc c'est un exercice qui est trop cool. Sur le parcours, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, parcours chaotique, pas forcément bon élève, réorienté très tôt au lycée en mode pas filière générale, plutôt filière technique, etc. Et c'était un peu une revanche sur la vie de se dire ah ok d'accord, on met des barrières dès le début, donc il va falloir que je sois vraiment le meilleur. Et ce qui fait qu'en gros parcours bac STI, mécanique, tourneur fraiseur pour travailler en usine. J'ai voulu quand même aller un peu plus loin, donc j'ai fait DUT en aéronautique. À ce moment-là, j'étais en alternance, donc je me suis rendu compte que je préférais la partie commerciale. Donc je suis rebasculé en DUT, cette fois-ci en commerce. Et après, parcours plus classique sur le commerce avec DUT, licence, 1 an d'expatriation en Australie. Et je suis revenu et j'ai fait 2 écoles de commerce pour finir avec un master en business management et stratégie. Voilà. Et après, donc toutes ces études en alternance, j'ai travaillé quasiment 1 an en cabinet de conseil. Et ensuite, aventure entrepreneuriale, grand bain. La revanche sur la vie. La revanche sur la vie, exactement. Très cool. Ok. Et alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a déclenché le switch vers l'entrepreneuriat? Tu vois, il y a toujours ou très souvent un élément déterminant, tu vois, un élément perturbateur qui fait que tu dis ok, cette fois-ci c'est bon, j'y vais quoi. Ouais. Je pense qu'il y a 2 choses. Déjà, depuis tout petit, j'étais super intéressé par monter des business, essayer de voir comment réfléchissaient les gens. Il y a 2 trucs qui m'ont marqué quand je me rappelle que j'étais plus jeune. Déjà, quand j'étais, je pense, 10-12 ans, c'est mes grands-parents qui me gardaient. Et en gros, j'allais dans le jardin, je faisais des bouquets de fleurs et j'allais les vendre dans la maison de retraite qui était à côté pour ensuite aller acheter des bonbons ou les fameux magazines de tuning qu'il y avait à l'époque quand on était petit. Et donc, il y avait un peu ce truc de monter un business. Ok, donc je vais faire ça. Et j'avais repéré que ma clientèle était dans une maison de retraite, donc j'avais tout optimisé pour faire ça. Donc, ça m'a déjà marqué. Et ensuite, deuxième élément, j'ai eu une super aventure chez Michel Augustin où j'étais ambassadeur de la marque. Le but, c'était de faire de l'animation en magasin. Et j'ai adoré cette expérience du retail et tout ça. Et ce qui fait que, mis bout à bout, j'ai adoré le conseil. Mais il y avait cette frustration de me dire, tous les matins, je me lève pour accomplir quelque chose que je n'ai pas imaginé moi. Alors que si j'ai cette détermination-là que je mettais en cabinet de conseil et que je peux la mettre pour ma propre aventure, go, j'y vais quoi. Et surtout, quand en lien avec le parcours aussi qu'avant, c'est en mode, on a tous entendu, je pense, à un moment dans nos études, ouais, il fera pas grand-chose de sa vie, c'est pas très grave. Et aujourd'hui, je trouve que soit tu construis une très belle carrière, soit tu construis une très grosse boîte. Et je me voyais plus dans le parcours de construire une très grosse boîte une grosse carrière. Ouais. C'est plus rentable quand c'est ta boîte que. Plus rentable. Quand c'est la boîte de quelqu'un d'autre. Ouais, clairement plus rentable. Mais ok. Ah oui, tu vendais des fleurs aux retraités. Ouais. Ok, t'avais quel âge à ce moment-là? Ouais, je pense 10 ans, 12 ans max. C'est génial. C'est trop bien. En vrai, c'était tellement marrant comme truc. Je vois encore très bien la maison, comment elle était faite, le jardin. En plus, j'avais réfléchi au début. En plus, c'était assez marrant parce que, et on va en parler peut-être après aussi à Psychologie Vivante, mais au début, je faisais des bouquets de fleurs genre à 2 €, etc. Et en fait, à un moment, je sais pas pourquoi, cette phase m'avait marqué. Et je vois une dame et je lui dis, voilà, c'est le bouquet de fleurs. Et j'ai pas le temps de dire un prix et elle me donne 5 €. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable. Depuis le début, je mettais 2 € comme prix, mais en fait, les gens ils sont prêts à payer 5 €. Et en fait, après, je disais, vous donnez ce que vous voulez. Et en fait, ça allait beaucoup plus que ce que moi j'avais imaginé au début. Parce qu'il y avait le truc en mode, c'est un petit garçon qui essaye de se payer des bonbons. Il y avait genre raconter l'histoire, etc. Et en fait, les gens payaient de ouf pour avoir ces petits bouquets de fleurs qui étaient vraiment moches pour le coup. C'était plus de la bienveillance de la part des personnes que. Ouais, mais c'est super intéressant parce que ça, c'est pas un concept qui en business est abordé nulle part, quoi. Juste, la situation est particulière, mais tu vois, en fait, demander aux gens de donner un prix qui correspondrait à la valeur que t'offres, c'est hyper cool pour calibrer un petit peu le tarif que tu vas fixer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ok. Et c'est un truc que tu apprends après quand tu montes une boîte, parce qu'en fait, faire son pricing, c'est un truc qui est hyper dur. Il n'y a pas de grand gourou, il n'y a pas de super bon ambassadeur pour ça.
Et en fait, c'est ce que tu essaies de répliquer un peu ensuite quand tu montes ta boîte, c'est de te dire, je tente un prix, ok c'est passé, j'en tente un autre, ok ça passe, j'en tente un autre, ah là ça passe plus, et ça te permet de trouver un peu ton pricing, etc. Mais oui, aujourd'hui en entrepreneuriat, dire à un client, payez ce que vous voulez, c'est un peu… ça marche. 2 euros, ça m'ira, ouais, pas de problème. Nickel. Ouais, en business, ils sont un peu plus rude. sharp que les retraités. C'est ça, exactement. Compliqué. Ok. Bah, écoute, super belle histoire. Ça m'étonne pas. À chaque fois que je parle à des entrepreneurs comme ça, il y a une petite histoire de leur enfance qui revient. C'est trop cool. Ok. Donc, une fois l'expérience cabinet de conseil terminée et ton lancement dans l'entrepreneuriat, tu t'es retrouvé un peu face à toi-même, j'imagine. Ouais. Comment t'as vécu la transition et quelles actions t'as mis en place au départ? Truc hyper simple et pragmatique. En fait, déjà, il y avait une première revanche sur la vie qui était de rentrer dans une grande école de commerce. Pas juste pour me dire j'y arrive et qu'on m'avait dit que tout petit ou du moins collège, lycée que j'arriverais à rien faire en me disant bah, vous avez vu, je suis parti de rien, j'ai réussi à faire une école de commerce où personne m'y attendait. Et pour préparer ce truc-là, je me suis enfermé pendant 6 mois, j'ai bachoté mes concours, j'ai tout préparé tout seul. J'avais pris quand même un truc dans une école qui accompagne au concours et tout, mais je sais que je suis hyper bon dans un milieu où je peux mettre tout seul, isolé, sous pression, etc. Et en fait, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, ok, j'ai été bon dans ces conditions-là pour atteindre cet objectif et je me suis remis dans exactement les mêmes conditions, du moins pour lancer le projet. Et ce qui fait que moi, j'arrivais pas à bosser de chez moi, donc je savais qu'il fallait que je trouve un endroit pour bosser. Donc la chance que j'ai eue, c'est que j'ai l'ami de ma maman qui m'a prêté un bureau, un arrière-bureau en fait dans son local. Ce qui fait que tous les matins, ça m'était une routine de me dire ok, je me lève, je vais au bureau, etc. Et je me suis isolé là-dedans. Je crois que j'ai des photos de moi où je suis avec une pasta box et juste mon écran d'ordinateur dans un lobby qui fait genre 15 mètres carrés. Et en fait, c'est un peu un sas de compression en mode ok, on y va, il n'y a que moi et le reste du monde qui est dehors et il faut y aller. Ok, ouais. Ah ouais, très cool. Donc tu t'isoles du monde. Ouais. Et encore aujourd'hui, je le fais de temps en temps. Bah, d'ailleurs, là où on est aujourd'hui, j'aime bien venir passer des fois genre des grosses sessions de 4 heures où je me dis ok, il n'y a que moi, je capte pas, il n'y a rien qui vient me parasiter et c'est vraiment très profond dans la réflexion, dans ce que j'ai envie de faire, etc. Donc ouais. Ok, très cool. Et donc pour partir sur Brandy, ouais. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu quelle était l'idée de départ et les itérations ensuite? Ouais, c'était catastrophique. C'est dur. On en a parlé, je vais essayer de refaire un schéma court parce que sinon ça pourrait prendre 5 heures. Ouais. Mais en gros, la première itération, donc c'était un peu cette expérience retail avec Michel Augustin qui m'avait un peu donné l'envie de retourner dans ce secteur-là, dans le retail et tout. Et j'étais passionné quand même de digital, e-commerce, je trouvais ça fascinant. J'ai jamais eu une carrière dropshipping comme on a pu la connaître des grands gourous aujourd'hui qui font des millions. Moi, j'ai été lamentable, ça a duré 2 mois et je pense que j'ai perdu 100 € et je me suis arrêté. Mais j'ai adoré quand même de se dire, c'est de la vente à distance, il faut convaincre un client sans lui parler et c'est hyper dur. Et donc, j'étais quand même passionné par le e-commerce. Et je me suis dit, ok, il faut que je lance un truc dans ce secteur-là. Donc, première idée de Brandy, c'était plutôt une plateforme où les gens pouvaient repartager du contenu de marque et en fonction de comment était, capté le contenu par ces gens-là et comment il était republié, est-ce qu'il avait un beau taux de succès. En fait, les gens gagnaient de l'argent en fait, à repartager cette publicité. C'était la première phase. Ensuite, il y a une deuxième phase qui était plutôt création de contenu pur, qui est un peu les prémices de l'UGC, très mal fait, mais qui était plutôt en fait une plateforme sur laquelle les gens pouvaient partager du contenu, identifier des produits qui étaient sur cette photo ou sur cette vidéo. Et en fait, si les gens achetaient grâce à ça, ça permettait de gagner de l'argent en gros grâce à un lien d'affiliation. Et ensuite, il y a eu ce dernier pivot qui est autour plutôt du live shopping, enfin qui est l'avant-dernier plutôt. Donc prise de rendez-vous en magasin ou en visio avec des vendeurs pour être conseillé, qui nous a débloqué sur la dernière phase, qui est plutôt l'intelligence artificielle, où là on s'est dit, ok, on arrive à faire de la bonne expérience client en mettant en relation un vendeur et un client. Est-ce qu'on peut le faire à la place de mettre un vendeur, une intelligence artificielle? Et c'est aujourd'hui toute l'aventure de Brandy qui est celle-ci. Ok, ouais. Oui, on se doute que ça a dû être beaucoup plus de prise de tête, beaucoup plus de… Tellement. d'engueulade. Mais ok, très clair. Aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien de personnes du coup? Là, on est Alors, ça a changé parce qu'il y a eu pas mal de mouvements au mois de janvier. On est 6 personnes. Ok. 6 personnes. Et alors, en termes de répartition des tâches, des postes, etc., comment vous êtes organisé? Moi, je suis en charge de toute la partie sales,
Et en fait, la partie que je commence à bien aimer, qui est plutôt la partie admin, légale, etc., qu'on attend d'un CEO. Il y a un CPO qui est en charge de tout le design du produit, de son évolution, des nouvelles features qu'on va mettre en place. C'est un sujet qu'il faut aborder sur l'entrepreneuriat, mais il y avait auparavant un tech qui était là, dont je me suis séparé pour des raisons diverses. C'est parce qu'on n'était plus sur les mêmes visions, etc. On a perdu un peu de temps aussi, et ça a été des éléments de frustration, donc il n'est plus dans l'aventure. Donc il a été remplacé par un tech maintenant qui nous accompagne, enfin même 2 techs maintenant. Il y a un tech qui s'occupe uniquement de la partie intelligence artificielle, qui est vraiment que là pour optimiser le processus d'IA et optimiser les recommandations. Et une personne tech pour, comment dire, tout ce qui est plutôt l'interface et l'application SaaS, vraiment développeur full stack, mais qui n'est pas sur la partie IA. Et ensuite, il y a 2 autres personnes qui gravitent de manière part-time, plus sur une partie commerciale, sur processer un peu quelques automatisations et setup, et une partie marketing, communication, très ponctuelle, qui pour l'instant est un peu en stand-by. Ok. J'aime bien découvrir tout ça. Et donc aujourd'hui, la vision Brandy, c'est quoi? Tu vois, en 2025, qu'est-ce que tu veux accomplir? La nouvelle tagline de Brandy en 2025 par rapport à tout ce qui se passait, c'était un coup dur quand même de se séparer du tech. Et ça a été aussi de se dire, c'est vraiment un coup dur. Et donc je me suis dit, il faut que ce soit l'année du renouveau. Et j'avais vu un truc comme moi, c'est dans le chaos que tu crées les meilleures choses. Donc je me suis dit, ok, chaos total. On repart quasiment de zéro comme si la boîte n'existait pas. Et un peu la vision et la tagline maintenant, c'est reshaping e-commerce dans les 2 sens que peut avoir la phrase. Reshaping, donc dans le sens redesigner ou retailler, de se dire qu'on va réinventer l'expérience e-commerce de manière, on va dire, expérience client. Et reshaping aussi dans la partie vraiment, la partie, on redesign les sites internet et on redesign vraiment l'interface du client, enfin de l'utilisateur du site en ligne, pour qu'il puisse avoir la meilleure expérience. Donc voilà, c'est un peu la nouvelle vision et la tagline. La vision très lointaine, c'est que grâce aux produits qu'on est en train de développer et qu'on a développé sur cette première phase, mais dans la V2, chaque site e-commerce s'adaptera au profil du client en fonction de ce qu'on sait sur lui. Si c'est un homme, si c'est une femme, s'il aime plutôt l'écologie, s'il aime plutôt, etc. Donc vraiment sur tout ce qui le concerne. Et la dernière phase qui est un peu plus loin, c'est que Brandy va aller dans le B2C avec une application qui sera en gros ton personal shopper qui t'accompagne tous les jours dans tous les achats que tu veux faire, que ce soit pour conseiller pour trouver un lave-vaisselle ou acheter un nouvel ordinateur ou trouver un style vestimentaire qui te correspond un peu plus, etc. Ok. Et alors ça, la data, comment elle va être acheminée entre toute la data utilisateur qui est disponible et l'IA de Brandy pour proposer les meilleures options? En gros, dans cette première version, ce qu'on fait, c'est assez simple. Et là, ça part de l'expérience retail que moi j'avais eue. En gros, on implémente sur le site un pop-up qui vient pas travailler comme un chatbot. Il y a beaucoup de frustration de la part des utilisateurs des chatbots qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils veulent. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est un questionnaire qui reprend un peu des questions que pourrait poser un vendeur en magasin. Et donc, ce qui permet, en fait, en 6 questions, de faire, en gros, le profiling du client de manière digitale. Et en fonction de ça, en fait, on vient le faire matcher avec les produits et comparer avec les produits qui lui correspondent. Et à ce moment-là, en fait, en quelques secondes, l'intelligence artificielle est capable de montrer les meilleurs produits pour le client. Donc la data vient dans cette première phase de l'analyse du client via ces 6 questions, qui sont des questions assez poussées, qu'on essaie de un peu trouver comment on peut... comment on peut, rendre curieux l'utilisateur pour qu'il ait envie de répondre aux questions, et de 2, que les questions soient aussi des questions que puisse interpréter l'intelligence artificielle. Je sais pas, on a un exemple, par exemple, sur de la chaussure. On demande à des clients, est-ce que vous cherchez une paire de chaussures pour une réunion importante, un repas entre amis, une balade en ville ou un week-end à la campagne? C'est hyper abstrait comme question. Et ce qui permet, l'intelligence artificielle, de se dire, là, quand les gens répondent week-end à la campagne, je vais peut-être recommander des chaussures type bottines, des chaussures plus adaptées pour ce type de terrain, etc. Ok. Ensuite, il y a 2 derniers aspects sur la data. Là, ce qu'on est en train de développer, c'est plutôt se connecter au compte du client. Donc, on analyse son historique d'achat, on analyse son comportement sur le site, est-ce qu'il y a des choses qui ont été abandonnées dans le panier, etc. Donc, ça nous donne un peu aussi son profil. Et ça nous permet de potentiellement ne plus lui poser les questions pour identifier qui il est.
Et le dernier élément qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a à peu près compris qui était le client, on va le comparer en fait à un pool de clients qui lui ressemble. On va voir les produits qui ont du succès auprès de cette piscine de clients. Et quand ensuite on est dit ok, il y a un vrai matching entre ce client et ce pool de clients, on vient lui proposer les produits qui ont eu du succès dans les gens qui lui ressemblent, quoi. Ah oui, il y a beaucoup de boulot. Ok. Il y a du taf, ouais. Ok. Un peu comme Netflix le fait avec les films. Ouais. Tu sais, ils voient un peu ce que les gens regardent dans ce que t'aimes et ils viennent te faire de la recommandation basée sur ce que tu as regardé, quoi. Ouais, complètement. Et parce qu'aujourd'hui, les clients ou les partenaires que tu peux avoir pour le développement, ça va être, t'es pas obligé de donner des noms, mais en Ouais. soi, ça va être quel type de boîte, quelle taille de boîte, pourquoi, comment elles utilisent ta solution, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'on arrive beaucoup à des sujets sales. Ouais, Mais c'est trop bien, mais c'est bien. On parle beaucoup donc tu vois, l'ICP, donc l'Ideal Customer Profile avec le persona, etc. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour Brandy, le bon ICP, le bon client, c'est marque 100% e-commerce qui n'a pas de point de vente physique. Donc en fait, vient on lui répond en mettant ce petit vendeur en place sur son site internet, qui est pas trop grosse, du style, je sais pas, une dizaine de collaborateurs ou une vingtaine de collaborateurs, qui fait quand même un peu de chiffre d'affaires, qui a allé à peu près, on va dire, au minimum 500 références sur son site internet pour qu'il y ait un peu de challenge, parce que si c'est un site où il y a 2 produits, il n'y a pas besoin de recommandations. Pour choisir, ouais, exactement. Donc voilà, qu'il y ait au moins 500 références sur le site. Et là, on bosse beaucoup avec Shopify, donc plutôt un client qui est sur Shopify. Ouais. Bien qu'on s'intègre aussi sur du PrestaShop et autres, mais c'est vrai que Shopify, on a beaucoup plus de clés API, enfin, vraiment dans le technique, mais beaucoup plus de connectivité. Donc c'est un peu le customer idéal. Bien qu'on on sélectionne à l'heure actuelle les très gros clients, type, je pourrais donner quelques noms, mais j'ai qui en tête la maison du vapoteur, Pinel et Pinel, qui sont des grosses boîtes bien établies, qui elles nous amènent ce qu'on appelle la social proof, en mode vous avez vu on travaille avec un tel et un tel et voilà. Mais par contre eux on les sélectionne vraiment sur le volet et parce qu'en fait ils deviennent notre design partner plus que des clients. Ok, ouais. Oui, donc tu vas mettre en place un POC stratégie d'adaptation en fonction de ce qu'ils te font comme retour, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça veut dire que nous, en fait, on a beaucoup itéré avec les premiers design partners et les premiers clients. Ça nous a permis de définir un peu les features, ce qu'on allait développer. Là, aujourd'hui, maintenant, le produit est fonctionnel, il tourne. Et les design partners avec qui on bosse, qui sont aussi certaines petites marques, sont en gros un peu notre comité de direction e-commerce et qui nous disent nous on leur montre un peu les nouveautés qu'on va sortir et eux nous guident un peu attendez ça nous intéresse pas, ça faudrait faire comme ça et donc nous on itère avec eux pour avancer là-dessus. Ok. Ce qui est beaucoup plus facile dans la vente parce que derrière t'as pas à justifier pourquoi tu as développé ça, tu as juste à leur dire ce que vous m'avez demandé il y a un mois, là c'est sur étagère. Ouais. Voilà. Ouais, complètement. Ok. Parce que du coup, oui, là on en vient à typiquement l'approche commerciale. Ouais. Toi tu m'as dit que tu faisais surtout du cold call, c'est ça? C'est une grosse partie, ouais. Une grosse partie encore de call. Moins d'inbound encore. On n'a pas encore la traction qu'on voudrait avoir. Mais ouais, beaucoup de call. Un peu de mailing aussi. Et du LinkedIn. Ok, donc surtout de l'outbound. Comment est-ce que tu les accroches, les gens qui t'ont répondu et qui aujourd'hui travaillent avec toi? Sincérité et transparence. Je trouve que c'est le meilleur... Comment dire? C'est le meilleur argument commercial. Donc, des fois, j'appelle des clients, enfin des prospects plutôt. En fait, petite histoire par exemple, et ça va être très concret. Je suis papa depuis pas longtemps. Félicitations. C'est gentil, merci. Et c'est une nouvelle aventure entrepreneuriale. Et donc, quand je suis devenu papa, je me suis dit, ok, bon, cette expérience, elle est trop cool, etc. Autant que je l'utilise aussi de manière business. Et donc, j'ai arroser toutes les marques périculture. Et ma tagline, c'était « Je viens d'être papa ». C'est une galère de trouver les bons produits quand on est première fois papa. Voilà, c'est un call qui est un peu bizarre, je le sais, mais c'est juste qu'en fait, moi, je développe un outil qui permet d'aider les papas comme moi à trouver le bon produit. Je l'ai même testé d'ailleurs sur votre site et j'ai eu des recommandations qui sont intéressantes parce que j'ai essayé de scraper un peu la donne et tout. Est-ce que vous êtes chaud qu'on en parle et qu'on en discute? Et ce qui fait comme ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre d'accroche-là, c'est vrai, carrément, c'est cool. Le gars est vraiment intéressé par ce qu'on fait. Il y a un vrai cas d'usage et donc c'est ça qui fait la différence. Et ça, je le réplique sur tous les call calls que je peux faire. C'est-à-dire qu'une fois que je trouve un secteur qui m'intéresse ou sur lequel je veux travailler, je pars d'une expérience perso en disant ok, j'ai eu cette frustration auprès de ce secteur-là, ça va devenir mon point d'accroche pour aller leur parler.
Ok. Ok, très intéressant, ouais, parce que je pense pas que ce soit réplicable dans tous les secteurs. En fait, c'est quasi. Euh, Enfin, ça dépend. Peut-être qu'on a un business en vrai, c'est le shopping et tout, donc c'est assez facile. Mais en vrai, quand tu regardes, c'est quasiment réplicable dans tous les secteurs. Je sais pas, je prends quelqu'un qui potentiellement fait du call, je sais pas, qui vend une solution comptable ou une solution gestion RH, on va dire plutôt, qui doit aller travailler sur tous les directeurs RH, directrices RH de France et plus. On a tous eu une expérience RH un jour dans notre vie et ça peut devenir ta tagline en mode ouais, bon, je vous appelle parce que la dernière fois j'ai pas eu assez de congés payés ou j'ai loupé mes vacances au Mexique parce que ma RH m'avait pas validé mes congés. Bon, je vous appelle parce que, à mon avis, ça peut arriver aussi chez vous et ça doit être frustrant, donc je vous appelle. En fait, tout de suite, tu crées un lien avec la personne, tout de suite, tu crées une histoire qui raccroche. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est intéressant. Ok, ok. Tu vois, je branche de la data. Ouais. C'est toujours passionnant. Ok. Ouais. Ok, trop cool. Donc ça marche bien. Et est-ce que tu as un objectif de chiffre pour 2025 ou pas du tout? Ouais, là, on a un objectif chiffre qui est euh, 350 boutiques implémentées d'ici fin d'année. Ok. Pour l'instant, il y en a combien d'implémentés pour se rendre Là, compte? on en a une quinzaine. Ok. 350. Ouais, un beau gros objectif, mais ça va le faire. Ça t'en fait combien par semaine? J'ai Euh, plus le chiffre en tête, mais on a regardé, ça fait quasiment une. T'as quasiment entre. Alors, pas par semaine, mais par mois. T'es quasiment à une vingtaine, un peu plus qu'une vingtaine. Ouais, donc Ouais, en un fait peu plus une qu'une par vingtaine. jour, quoi. Ouais, quasiment, ouais. Hmm. Mais d'où dans la stratégie d'aller sur des CMS où tu vois, on développe notre app, où là, en fait, tu mises sur de l'inbound Hmm. en faisant un peu d'ads, en faisant un peu de livre blanc. Et en Hmm. fait, le processus de vente est beaucoup plus simple. Il n'y a plus de call, il n'y a plus d'implémentation. C'est en mode, j'installe le truc, il est live sur mon site et je le mets en place tout de suite et tout seul est autonome. Hmm. Ouais, ok. Donc beaucoup plus d'inbound aussi en 2025. Ok. Ah, ça va être très très cool à suivre ça. Et alors du coup, j'ai envie de passer maintenant sur la partie un petit peu psychologie cognitive et vente, puisque on arrive petit à petit à des procédés de vente de plus en plus complexes. Ouais. Il y a un biais cognitif qui est très intéressant, je trouve. C'est celui du statu quo. Ça peut-être que tu connais. En fait, c'est simplement l'idée que les gens vont avoir beaucoup plus de facilité à rester dans une situation où ils sont plutôt que d'en changer, même Ouais. si la situation qui est proposée en tout cas Mm. serait plus avantageuse. Est-ce que toi tu vois un cas d'usage dans lequel ça t'est déjà arrivé d'avoir des prospects qu'il avait ou comment tu as réussi à le surmonter? On en a eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Mhm. Sur ceux qui étaient un peu en mode statu quo, en fait, et je pense que c'est là l'avantage déjà d'être sur un secteur où, bon, déjà l'intelligence artificielle, ça challenge un peu ce fameux statu quo parce que c'est pas encore un truc qui est non plus, comment dire, implémenté partout, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un des avantages qu'on a par rapport à ça, bien que des fois ça peut nous arriver. En fait, c'est toujours de dire, ok, aujourd'hui la situation elle est comme ça, votre statu quo il est ça. Qu'est-ce que vous avez à perdre si on teste ça? Mm. Et en fait, c'est un peu ce truc, c'est de dire, on est une start-up, on n'est pas un mégalodon américain, on a du suivi, vous voulez arrêter le truc du jour au lendemain, vous avez presque ma ligne directe, donc vous m'appelez et on coupe le code. Donc en fait, c'est un peu cette flexibilité qui permet de challenger ce statu quo en mode, ok, vous avez un truc qui est bien en place, etc. Moi, je vous offre de la flexibilité, testez, vous avez rien à perdre et on change un peu la donne là-dessus. Mm. Et après, parfois, dans un sens quand même hyper réfractaire. L'intelligence artificielle, il ne faut pas croire que c'est le truc le plus sexy du monde non plus. Il y en a plein aussi qui veulent pas en entendre parler parce qu'on a un peu peur de ce que ça peut donner. Et dans ce cas, ça sert à rien d'aller non plus trop loin dans ce truc-là parce qu'en fait, tous les secteurs sont quand même des secteurs assez petits. Et ce qui fait qu'en gros, quand on a un client qui disait non, mais là, moi, ça m'intéresse pas du tout et vous arrêtez de m'appeler, ou en mode ouais, toutes les solutions un peu comme ça, là, d'IA et tout, je crois pas du tout. Ok, bon, soit on se tente, vous voulez voir ou pas, ou non, ok, c'est pas grave, on se recontacte dans 6 mois, gardez mon contact, et si jamais vous avez une question, voilà. Mm. C'est vrai que ce qui est trop cool quand t'es une startup, je trouve, c'est que t'as vraiment ce truc de test facile, rapide. Tu demandes juste un peu de temps Ouais. et à la rigueur, tu flattes l'ego en disant voilà, on a besoin de votre avis, quoi. Mm. Tu vois, j'ai interviewé Tom Le Kogan il y a pas longtemps, qui était le premier commercial chez Mojo. Ok. Mojo, qui est une boîte qui fait du conseil aux commerciaux. Donc en fait, ça écoute tes appels et ça te donne des conseils après coup pour améliorer et pour espionner aussi les stratégies de tes collègues qui fonctionnent bien.
Et lui, ce qu'il me disait, c'est qu'en fait, sa meilleure technique pour développer la startup au tout début, c'était juste de dire curieux d'avoir ton feedback. Tu vois, vraiment, il allait voir des directeurs commerciaux en disant voilà, écoute, j'ai juste besoin de ton avis, on a une nouvelle solution, c'est de l'IA, c'est machin, c'est hyper vertueux, voilà, tel bénéfice. Juste besoin de ton avis, voir ce que ça donne. Et en fait, à la fin du call, si le gars t'a dit 10 fois qu'il adorait ta solution, bah forcément tu lui dis écoute voilà, je sais que je suis vendeur, t'as l'air d'adorer, est-ce que ça te gênerait qu'on entame un process de vente classique quoi. Donc, et c'est pas mal en vrai parce que ça te permet de tester ton produit, tu te positionnes en tant que partenaire plutôt que vendeur. Nous on l'a fait aussi au début quand on a cherché nos premiers design partners en disant bah attends, on est en train de sortir une solution et flatter ton futur client, c'est toujours la meilleure technique qui reste. Enfin au-delà d'une technique, c'est que de toute façon tu es obligé de le flatter parce que c'est lui qui va te payer à la fin et c'est lui qui a en fait un peu quand même l'essence de ton produit. Est-ce que c'est le bon produit? Est-ce qu'il faut l'adapter et tout? Donc, en vrai, si tu n'as pas ses feedbacks à lui, tu pourras rien faire derrière. Donc, tu as un peu besoin de lui quand même. Ouais, non, complètement. Ok, donc là, est-ce que tu considères que tu es à une phase de product market fit ou pas? Ça serait prétentieux, je pense, de dire product market fit. Par contre, on a les premiers touchés du product market fit. On ne l'a pas confirmé à 100%, mais en tout cas, on a les premiers feux verts qui s'allument. Premier feu vert parce que déjà, on se fait relancer par des clients qu'on n'a pas encore implémentés. Donc là, tu dis, bon, en général, c'est quand même assez intéressant. On a déjà entendu chez 3 clients, c'est une solution qu'on cherchait, on ne l'a pas trouvée. Donc tu te dis, OK, en plus, il y a un time to market qui a l'air d'être plutôt pas mal. Et du côté aussi des utilisateurs, parce que c'est hyper important que les utilisateurs soient contents de ce qu'on fait. Nous, ce qu'on traque, bien évidemment, c'est les performances de notre outil. Et aujourd'hui, on est capable d'améliorer le taux de conversion et le panier moyen des sites sur lesquels on a implémenté. Donc, on se dit, OK, on répond aussi bien du côté e-commerce que de la partie utilisateur. Ok. Très, très cool. Alors là, j'ai envie de passer sur une partie un peu plus, entre guillemets, perso, psychologie, mais le parcours entrepreneurial peut toujours être un peu brutal sur, Totalement. sur le mental. Comment toi, tu as vécu ça fait quoi, 2 ans, 3 ans 2 ans presque. et demi. Comment tu as vécu ces 2 ans et demi de charbon et parfois de déception, de frustration? Comment tu conseilles de le gérer? En fait, déjà 2 choses. C'est que j'aimerais bien un jour retourner peut-être 6 ans en arrière, faire des études et faire un master en entrepreneuriat comme ça existe énormément. J'ai fait école de commerce, donc je me permets de critiquer les écoles de commerce parce que tu vois, je trouve que le master entrepreneuriat, qu'est-ce que tu apprends dedans? Parce qu'en vrai, il n'y a qu'en entreprenant, et c'est la phrase que tout le monde entend, et ces trucs bullshit et classiques, mais mes plus grosses claques, je les ai pris quand j'ai entrepris, quoi. Et t'as beau essayer d'anticiper en mode, alors ok, il faut que je pense à ça, ça, ça. Le dessin, en tout cas la map, n'est jamais la même que quand une fois que tu arrives sur la route. Donc déjà, c'est ça. Et par rapport au mindset, et encore aujourd'hui, c'est un ascenseur émotionnel en permanence. Je sais plus la fois, je reparlais justement avec une amie et je lui disais, dans la même journée, j'ai failli fermer ma boîte et dans la même journée, je me suis dit, il faut que je parte en levée de fonds. En fait, c'est insoutenable. Je crois que je m'en souviens à peu près de cette journée-là, mais à 11h, j'ai un client qui signe. Je me dis, ouais, c'est incroyable, etc. À 13h, en fait, on a un des concurrents qui annonce une nouvelle fonctionnalité en mode incroyable. Le mec prend genre 10 ans d'avance sur nous. Je me dis, ouais, c'est fini. Ouais. En plus, c'est un mastodonte dans le secteur et très bien connu et tout. Je me dis, ouais, ça y est, c'est fini. Enfin, là, tout le monde va me rappeler, mais comment dire, en fait, on va aller chez l'autre, c'est beaucoup plus simple. En plus, c'est un prix plutôt qui était vraiment assez intéressant. Je me dis, ouais, c'est fini, tu vois. À 13h, je suis là en mode, bon, ouais, je fume une cigarette, je ferme la boîte, etc. Je dis au client, ouais, je t'implémente pas. Et le soir, après dans l'après-midi, je sais pas, il m'est arrivé des galères. Et le soir, à 19h, 18h, je rencontre Jean de la Roche-Brochard, qui est l'investisseur de Xavier Niel, et je lui parle de la situation. Et il me dit une phrase incroyable, et je me suis dit, ok, heureusement que ton concurrent avance et heureusement que ton concurrent est bon, sinon tu es vraiment dans une idée de business de merde. Et je me suis dit, ah, ok, cool. Et il me dit, et je me rappelle qu'il m'a dit, ça me rassure de savoir qu'un de tes concurrents avance dans ton secteur, au moins ça prouve qu'il y a du business. Et je me suis dit, putain, ok. Alors là, il a un aura, il a un truc, tu vois, et puis tu vois, c'est un peu le tampon de l'entrepreneuriat, mais tu te dis, ok, si ce gars-là, je pense qu'il aurait eu l'honnêteté de me dire, n'y va pas. Ouais. S'il m'avait dit, là, tu vas dans un bourbier et tout, je pense qu'il aurait pu me dire. Et donc là, il était un peu, vas-y, relève-toi, champion. Ok.
Ouais, donc une journée pas facile, quoi. Pas facile. Et c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. C'est que c'est plein de victoires, c'est plein de défaites. Et en fait, il faut juste. Je pense que c'est beaucoup de défaites, pas beaucoup de victoires. Et je pense qu'en fait, il faut, dans ta tête, voir les victoires et vivre les victoires de manière genre incroyable pour te souvenir au moment où il y a un échec de dire ah, il y a quand même ça qui s'est passé qui est cool. Parce qu'en fait, si tu t'encaisses que les échecs et que tu te morfonds là-dedans, c'est hyper dur. Ouais. Et en vrai, moi, j'ai pas l'expérience de 10 ans d'entrepreneuriat, mais de ceux que je connais où ils ont monté des grosses boîtes et tout, ils se mangent encore des claques tous les jours, quoi. Donc, ouais, c'est ça un peu le truc. Ok. Ouais, réussir à bien fêter les victoires et Ouais, oublier les échecs, quoi. Ouais, c'est ça. Les oublier et en même temps, un peu te dire aussi, des fois, c'est intéressant de pas oublier de te dire, rappelle-toi, la semaine dernière, tu étais au fond du seau, et au final, là, aujourd'hui, tout va bien. Et tu te dis, tu vois, t'as l'impression qu'il fallait fermer ta boîte il y a 2 jours, et là, t'as trouvé les solutions au problème, t'as trouvé les bonnes personnes, t'as trouvé le budget qu'il fallait pour faire ça. Toi qui pensais que c'était catastrophique il y a 2 jours, tu vois, au final, c'est rien. Et tu te dis, ah ok, peut-être qu'en fait, les échecs, je les vois un peu comme une grosse vague, alors qu'en fait, c'est plutôt tranquille. Ok, bah écoute, moi ça m'irait de finir là-dessus, c'est une belle vision de la chose. Ouais. Écoute, merci beaucoup d'être confié Un grand plaisir. là-dessus. C'est beaucoup de leçons qu'on peut tirer de ton parcours. Et écoute, on espère que Brandy va atteindre l'objectif de 350 boîtes signées cette année. Je te tiendrai au courant. Oui, dans un an je viendrai aux nouvelles. C'est exactement, tu me On diras. verra. Je dirais, soit je dirais, je ferme ma boîte, et c'est fini, on n'a pas atteint l'objectif, tu vois, on a Skyrocket le truc. Désolé, levée de fonds des millions, j'ai pas le temps. C'est ça. Possible, hein, possible. Écoute, on espère. Mais merci beaucoup. Grand plaisir, c'était trop cool comme exercice. Donc, Carrément.